Hi everybody, this is Yo-Yo the French Fry. J'espère que vous avez la frite, car aujourd'hui commence une série de vidéos qui va retracer mon aventure récente aux États-Unis, plus précisément en Floride. Ah! Et ben quand même, c'est pas dommage. Ce premier épisode commence donc à Toulouse, où m'a rejoint la petite tribu représentée par mon frère Yannick, ma belle-sœur Nathalie et mes deux nièces Camélia et Zoé. Notre premier avion nous attend pour rejoindre Madrid. Salut! C'est le premier vol pour les petites qui sont excitées à l'idée de visiter les States, mais surtout d'aller à Disney World lors de la deuxième semaine du voyage. C'est aussi la première fois pour nous tous que nous allons changer de continent. C'est sûr, c'est lui. Ouais, parce qu'il y a le monsieur qui le fait venir avec les trucs orange. Il va monter dans ce truc, Léa. Ouais. Oh, il est pas immense celui-là. L'appréhension se fait sentir chez les enfants, mais une fois en vol, c'est l'émerveillement pour tout le monde. Ce vol ne dure qu'une petite heure, une formalité. Nos valises sont transférées automatiquement pour le prochain vol, qui lui sera bien plus long. En attendant, nous voici à Madrid et son aéroport immense, à mes yeux en tout cas. C'est gigantesque! Nous allons passer la nuit ici, puisque le prochain vol n'est prévu que le matin suivant. Ah, c'est trop une bonne fois. Ça va? Ouais, ça va. C'est super Miami. Non, on est en Espagne. C'est pour ça qu'ils parlent pas anglais les gens. Hello, subscribe. Somos en la ciudad de Madrid y cercamos el terminal T4S. On n'a pas pris d'hébergement pour cette nuit, estimant que ça valait pas le coup, vu qu'il fallait qu'on revienne dans l'aéroport assez tôt le matin suivant pour le prochain vol. 10h pile, Miami. On commence donc à chercher un endroit où dormir dans l'aéroport, et c'est là qu'une nuit de folie commence. Tu comprends ce qu'elle dit la machine? Tu fais quoi? Moustache gracias. Je cherche où on peut dormir, un endroit un peu confortable. Cet aéroport est si grand. Minuit et demi. Ah non, 1 heure même. One eternity later. Et nous voilà donc à dormir sur des bancs bien durs, parmi plein d'autres gens qui font pareil. Autant vous dire que la nuit n'a pas été très réussie. On ne peut pas s'allonger sur les bancs, il faut rester affalé sur soi-même dans une position inconfortable. Vers 3h30, je décide d'aller marcher un peu, n'arrivant pas vraiment à dormir. Le jour se lève, l'aéroport s'anime, on bouge un peu, on va manger un bout, puis mon frère et moi, on essaie de finir, ou plutôt commencer notre nuit comme on peut. Le vol est pour bientôt, il va durer plus de 9 heures, ce sera là aussi peut-être l'occasion de dormir un petit peu. La fatigue et l'excitation se mélangent alors qu'on s'apprête à embarquer. Nous allons rallier le continent américain de Madrid à Miami, point de départ de notre aventure aux États-Unis. Le vol s'annonce très long, ce qui laisse le temps de regarder 2 ou 3 films. Au milieu des visionnages, quelques siestes pas super reposantes, mêlées à l'excitation, au fait qu'on est en plein jour et au repas servi par la compagnie. La Terre Sainte approche, l'aventure va pouvoir commencer. Ah, la poubelle qu'elle est venue là-dedans. Oui, on est d'accord, il fait pas chaud. La légende était donc vraie. Il y a la clim partout, tout le temps. T'es contente d'être aux États-Unis? Ouais, il faut dire hello pour dire bonjour. Faut dire hello, dire bonjour. Ouais.
Et pour dire au revoir, je sais pas. Et pour dire oui, yes. Et pour dire non? Je sais pas. No. No. Et au revoir, c'est goodbye. Goodbye. Ok. Et merci. Thank you. Thank you. Voilà. Et s'il vous plaît, please. Please. Voilà, là t'as les bases. On a pu récupérer les valises. On devrait pouvoir sortir. Ok, alors juste au cas où, pour les plus nuls en géo, on est aux États-Unis, ce gros pays au nord de l'Amérique, et plus précisément en Floride, l'état tout au sud-est là, celui qui ressemble à l'Italie, genre vite fait. Ou à la Corse, si c'était pas une île. Enfin bref, on est là. Miami, c'est vers le sud, c'est facile à repérer sur la carte puisque c'est écrit Miami dessus. Pas con ces cartes. Les premiers buildings se dessinent à l'horizon, et bien sûr le drapeau américain qu'on n'a pas fini de voir. Pour cette première semaine, on a loué une voiture et on n'a pas fait dans la demi-mesure. Voici un Ford Expedition, modèle non commercialisé en France. En même temps, je sais pas ce qu'on en ferait sur nos routes vu sa taille plus proche d'un tank que d'une voiture. À l'intérieur, c'est hyper spacieux, avec 3 rangées de sièges, un moteur de dingue sous le capot, 10 vitesses, rien que ça, tout automatique, un écran géant pour le GPS et la radio, et tout un tas de fonctions qui rendraient jaloux David Hasselhoff. Les exploits d'un chevalier solitaire. Cette voiture, elle est... Moi, j'étais pas prêt là. Ça va? Il y a le tour là. Salut! Pour l'instant, c'est mon frère qui va conduire, pas très en confiance. Moi, je m'y collerai plus tard. Les premiers tours de roue dans les rues de Miami sont un peu déroutants. J'ai une oreille bouchée dans les tours rouges. Tout est à découvrir ici, dans un pays très différent du nôtre. Si la voiture nous paraît immense, elle s'intègre finalement super bien sur les routes qui sont tout aussi larges. L'impression que j'ai surtout, c'est d'être dans un GTA, un jeu vidéo où on peut se balader dans des villes américaines et faire des trucs pas très catholiques. On passe à côté de l'Icon of the Seas, le plus grand paquebot du monde au moment de sa mise en service, qui a eu lieu quelques semaines avant notre passage, en janvier 2024. Le machin a carrément un parc d'attractions sur son toit. Voilà. On voulait aller à Miami Beach, un endroit iconique ici, mais faute de place de parking en ce samedi après-midi très chargé, et comme on devait aller à l'hôtel en dehors de la ville, on a fait demi-tour. Ce soir, on loge à Florida City, à la frontière entre Miami et les Everglades, ce fameux espace naturel que nous visiterons dans le prochain épisode. Passage au supermarché pour se ravitailler pour ce soir, voir à quoi ressemblent les rayons aux States, et surtout constater que la culture américaine du fromage est très différente de la nôtre. Puis on se couche, bien fatigué par le décalage horaire et la mauvaise nuit précédente. Good morning America! T'as passé une bonne nuit? Ouais. Oh, c'est cool d'être aux États-Unis. Le rêve américain. Petit déjeuner à l'hôtel pour commencer la journée, et direction les Keys, les îles au sud de la Floride. Je vous en reparle un peu après. On retire nos premiers billets en dollars, puis on va goûter un dessert emblématique de la Floride, puisque c'en est littéralement un symbole officiel, il s'agit de la Key Lime Pie. C'est une tarte au citron meringuée, mais pas n'importe laquelle, car la Key Lime, c'est le citron vert cultivé dans les Keys. C'est crémeux, notamment car la recette utilise du lait concentré. Historiquement, la raison est que le lait frais n'était pas très présent en Floride à l'époque d'avant les frigos. La meringue est aérienne mais riche, ça a du goût, bien équilibré entre la crème et le citron vert pas trop acide. Bref, c'est un banger, comme on dit ici. On profite du soleil et de la terrasse avant de repartir. Plein de couples ont mis des cadenas ici, un peu comme le pont des Arts à Paris. Prochain arrêt à Tavernier, dans un petit refuge pour les oiseaux, le Laura Queen Wild Bird Sanctuary. Ici, on recueille des oiseaux de toutes sortes, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils ont été déplacés de leur milieu naturel, et on les réhabilite. Ce centre sensibilise aux besoins de cohabiter avec la vie sauvage dans le respect. L'endroit est modeste, avec juste une maison et un bureau, et surtout de grandes cages dans lesquelles les oiseaux sont hébergés.
Si la route passe juste à côté, on est quand même dans la nature, car de l'autre côté, on est dans les marais et les mangroves. Du coup, on a l'occasion d'avoir notre premier contact avec des panneaux un peu particuliers, mais pas inhabituels en Floride. Il y a des crocodiles par ici. Ça va Nathalie? Non, je veux pas aller plus loin, moi. Non, ça va pas. Comme je le disais, certains oiseaux réfugiés ici ont eu des accidents, comme celui-ci à qui il manque un œil. Ce matin, c'est moi qui conduis. La direction est hyper souple, ça répond au quart de tour sous la pédale, bref, c'est un vrai plaisir à conduire, on oublierait presque qu'on pilote un bousin de plus de 4 tonnes. Et tout le monde a l'air d'apprécier ma conduite. On poursuit notre route vers le sud-ouest, entouré d'eau. À gauche, l'océan Atlantique, à droite, le golfe du Mexique. Je vous présente Betsy le homard. Ici, c'est The Rain Barrel Village, une espèce de mini-village avec plein de petits magasins et des galeries artistiques. C'est mignon, on a l'impression d'être dans les Caraïbes. L'endroit est situé à Isla Morada, un village qui s'étend sur 4 îles des Keys. C'est à Isla Morada que nous dormirons ce soir. Toujours dans Isla Morada, nous arrivons au Robbie's, un endroit assez populaire où on peut boire, manger, se poser sur la plage près du port, mais surtout rendu célèbre par une activité très particulière que nous allons tester. Ça consiste à payer un seau de poissons frais pour les donner à manger à des tarpons. Les tarpons, ce sont d'énormes poissons qui peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m et peser jusqu'à 80 kg. Pendant qu'on se rend au lieu de rencontre, accueillis par des pélicans surtout intéressés par notre seau de victuailles, voici l'histoire de cet endroit. Dans les années 70, Robbie et son épouse Mona s'installent à Isla Morada. Ils y créent un club nautique et un jour, ils découvrent un tarpon blessé dans la marina, la partie droite de sa mâchoire ouverte. Ils décident de le soigner et de le nourrir et s'en occupent pendant 6 mois. Ils lui donnent même un surnom, Scarface, balafré en français, en référence à sa blessure. Mon poisson! Un poisson! Papa, lui, il a pas peur, hein. Pas un stress. Scarface s'est peu à peu remis, mais il a continué à venir fréquenter les berges. Il est revenu avec un copain, puis 2, puis 3, et aujourd'hui, ce sont des centaines de tarpons qui rendent visite à Robbie chaque jour. Hi, what's your name? Vu qu'on est là, que c'est notre premier véritable jour aux States et qu'on n'est pas pressé, on s'arrête au bar à côté. Alors ici déjà, je dois avoir l'air d'un gosse car on me demande ma carte d'identité quand je veux commander de l'alcool. Et au final, comme ici on est apparemment très à cheval sur l'alcool au volant, je finis par prendre un smoothie. On se pose sur la plage, c'est les vacances, on a des dollars, bref, c'est la belle vie. Il est bientôt midi et comme on a mangé que 2 fois depuis le début de la journée, Qu'en est-il du second petit déjeuner? on s'arrête dans un fast-food. Alors non, c'est pas un McDo, même si on aurait bien voulu essayer pour comparer avec la France. Ici, c'est un Wendy's. Et je sais pas si les autres chaînes de fast-food sont comme ça aussi, mais ici, les burgers sont juteux, bien gras, et évidemment, si c'est mauvais pour la santé, ben c'est super bon. Ma principale critique, comme pour une bonne partie de la nourriture qu'on nous servira au cours du voyage, c'est que c'est un peu trop salé à mon goût. Mais c'est trop bon! Les Keys s'étirent sur 244 km et comptent plus de 1700 îles et îlots. Il n'y a qu'une seule route qui les relie entièrement, c'est l'Overseas Highway, longue de plus de 170 km. Elle va jusqu'à Key West, lieu emblématique à l'extrémité des Keys que nous irons visiter le lendemain. En attendant, on s'arrête à Sombrero Beach, dans la ville de Marathon, pour profiter un peu de la plage. Tiens d'ailleurs, j'ai pas précisé un truc, nous sommes en février au moment de ces images, et alors que la France est dans le froid et sous la pluie, nous on est au soleil aux alentours de 24 degrés Celsius, les pieds dans le sable. On se sent vraiment en vacances. Le nom de Marathon, que je devrais d'ailleurs prononcer Marathon, vient du fait qu'à l'époque où la voie ferrée était en cours de construction, les travailleurs étaient à l'œuvre jour et nuit, et ils se plaignaient de ce rythme en disant « ça devient un vrai marathon ».
Le terme est resté et est devenu le nom de la station de train, et plus tard de la ville. Marathon est situé dans les Middle Keys, pile à mi-chemin dans leur longue étendue. Il n'y a que 10 000 habitants ici, ce qui en fait une ville assez modeste, mais elle représente plus de 10% de la population totale des Keys, qui s'élève aux alentours des 80 000 habitants. Et voilà, deuxième soir, ça va être ici. À la Jola Resort. Ou la Yola. En fait, on dit Hoya, et Hoya, ça signifie joyau en espagnol. Et ce qui fait le charme de cet endroit, c'est son bord de mer, avec ses palmiers, ses pontons, ses transats et ses hamacs. Un vrai petit paradis, et un vrai coup de cœur personnel, parmi tous les endroits dans lesquels on a pu dormir. Un mot sur les Keys, car vous vous posez peut-être la question. Key, en anglais, ça veut dire clé. Alors pourquoi ces îles s'appellent comme ça? En 1513, les Européens découvrent l'archipel où vivaient les peuples Calusa et Tequesta. Les îles sont appelées las Tortugas, car selon les explorateurs, leur forme rappelle des silhouettes d'hommes en souffrance. Une autre appellation, Cayos, signifiant petites îles en espagnol, a fini par se répandre et s'est anglicisée en Keys. Ah bon, bah, s'il le dit. Mais quand on dit tonton, on dirait un ton. C'est toi le ton. Tu la connais cette blague? Ton, sera tendu. Ben je la connais, oui. J'arrive pas à la dire. Si ton. Mais il faut réfléchir quand tu le dis. Si ton sera tendu. Hein? Si ton sera tendu. Si ton sera tendu. Voilà. Oh ouais. Alors je savais que On va au supermarché. ouais, on va au supermarché. Ouais, mais il est long. Il est haut, il est long. America. This is America. Elle est bonne. C'est toi le morpion. De bon matin, on décide d'aller se faire un petit footing touristique avec mon frère. On passe devant le Mangrove Mike's où on ira déjeuner juste après. On est lundi, premier jour ouvré depuis qu'on est arrivé, les gens vont travailler et les enfants à l'école, du coup on croise les fameux bus jaunes qu'on voit souvent dans les films et séries américaines. Courir, c'est une manière pour nous de découvrir l'environnement d'une autre façon qu'en prenant un gros 4x4, sauf que comme je l'ai dit, les Keys ne sont reliés essentiellement que par une grande route, et hormis quelques petites routes alternatives qui relient des habitations ou des mini-quartiers, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc on longe l'Overseas Highway avec les inconvénients que ça représente. Circulation, travaux, on a franchement vu mieux. Mais l'environnement est quand même sympa, et on arrive quand même à avoir un joli point de vue avec le soleil levant sur la mer. On s'improvise une petite quête d'un selfie avec un drapeau, mais le vent n'est pas très coopératif. Finalement, c'est devant une banque fermée qu'on a le meilleur résultat. Pour finir ce run, mon frère me raconte l'histoire d'un objet un peu spécial en Floride. Il y a aussi de Dole. Bob de Dole. Robert de Dole. Robert de Dole. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui c'est Robert de Dole? Non, je sais pas qui c'est. Alors, instruis-nous. Les poupées étaient fréquentées. Ouais. C'est comme Annabelle, quoi. Oui, c'est tout est inspiré de ce truc. Ah, d'accord. Elle est dans un musée. Ouais. Alors quoi, 120 ans par là? Ok. On peut la visiter, elle est dans un musée, mais qui
c'est trop chaud. Ça y est, il est interdit de la filmer. Il est interdit de faire, je sais quoi, on m'en fait un sac. Et il y a une vidéo qui traîne, on la voit bouger sous la poche. C'est sympa les États-Unis. Et il va pas pisser partout là. Hein? Don't piss everywhere. No, no, no. Nope. Hein? Il aime pas. No. No, no, no. Il va pas te manger, hein? C'est pas parce qu'il est américain qu'il mange les enfants, hein? Après notre petit footing de 10 km, il est temps de se faire péter le bide dès le matin. Ouais, oui. Dès qu'on entre, on est accueilli par des merveilles de gastronomie, des énormes cinnamon rolls, et il y en a même un avec du bacon. On n'est pas là pour manger ça, on va attendre d'être à table. Voilà des assiettes riches dans lesquelles on trouve entre autres choses des hash browns, des espèces de galettes frites de pommes de terre en julienne, des œufs brouillés, du bacon grillé, des pains toastés, des patates en sauce ou encore des pancakes aux fruits. D'habitude on voit ça à la télé, cette fois c'est la réalité. De quoi être bien calé pour une bonne partie de la journée. On a beaucoup trop mangé pour un petit déj. Il est 10h. Voilà. Avant de partir, on décide de jeter un coup d'œil sous le capot de notre vaisseau spatial. On y apprend notamment que le moteur est un 3,5 litres en V6 et qu'on a environ 400 chevaux sous la pédale d'accélérateur. Ce matin, direction l'ouest des Keys. On franchit le Channel 5 Bridge, puis après la ville de Marathon, le 7 Mile Bridge, long d'environ 11 km. Arrêt au Bahia Honda State Park. Ce parc s'étend sur 2 km² et est protégé, il faut donc payer à l'entrée. Plusieurs plages bordent le parc, nous allons aller nous baigner à Calusa Beach, où l'on peut observer d'un côté l'Overseas Highway et de l'autre l'ancien pont de chemin de fer en ruine, le Old Bahia Honda Bridge. Ce pont faisait partie du chemin de fer qui longeait les Keys, mais un ouragan l'a détruit en 1935, le jour de la fête du travail. Un petit sentier, trail en anglais, permet d'aller jusqu'au pont. Ici, pas grand chose à visiter, le pont s'arrête très vite, mais il offre un joli point de vue sur Calusa Beach et l'Overseas Highway. On croise la route de quelques animaux typiquement floridiens, puis on reprend la route. Notre destination pour l'après-midi, le bout du monde des Keys, Key West. Bienvenue dans la ville la plus peuplée des Keys avec ses 26 000 habitants. Elle est située à son extrémité ouest, d'où son nom, mais elle a aussi une autre particularité bien plus significative, j'y reviens tout à l'heure. Après quelques galères pour comprendre où on a le droit de se garer ou pas, on finit par opter pour un parking payant. Là, le gardien nous file du pain pour le donner aux coqs qui traînent ici. Pour la petite histoire, Key West est une ville à forte influence cubaine, de par sa situation géographique, on en reparle juste après, et dans les années 1860, chaque habitant possédait un poulailler. Des combats étaient organisés entre les animaux, et dans les années 70, la ville a fini par interdire cette activité. En guise de réponse, les Cubains ont relâché les volailles, qui se sont mises à proliférer sans contrôle.
Aujourd'hui, ce sont leurs descendants à qui on donne à manger. Ils ne sont pas toujours vus d'un bon œil par les locaux car ils ont tendance à envahir les jardins et les abîmer, voire à s'introduire dans les maisons, et évidemment ils font du bruit. Malgré ça, ils sont protégés, donc si un coq, une poule ou un poussin traverse la route, on le laisse passer. J'aime bien l'ambiance dans les rues de Key West, un joli mélange entre le côté américain classique et l'influence historique et culturelle cubaine. Wow! En bord de mer, on tombe sur un nouveau paquebot, le Carnival Dream, symbole un peu grossier dans un lieu qui paraît bien plus modeste en comparaison. Au milieu de notre balade dans les rues de Key West, on s'arrête déguster quelques sucreries car nous n'avons pas mangé depuis le petit déjeuner du matin. Et la collation de 11h? Hein? Le déjeuner? Et puis le goûter? Le dîner? Le souper? Mon frère opte pour ses cookies garnis de chocolat et de beurre de cacahuète, histoire de bien caler la machine encore une fois. La balade continue entre des rues très touristiques et animées qui côtoient des quartiers plus modestes que je n'ai pas forcément pris en photo, avec parfois des habitations qui font très pauvres de l'extérieur. Dans les lieux touristiques à faire à Key West, il y a la maison d'Ernest Hemingway dans les années 30 et 40, célèbre auteur à qui on doit entre autres Le vieil homme et la mer et L'adieu aux armes. C'est aujourd'hui un musée. Non loin de là, le phare de Key West qui a servi de 1849 à 1969 et qui se visite aussi. On voulait visiter un musée de papillons, mais ça venait de fermer. Dommage. Mais le clou du spectacle à Key West, c'est le Southernmost Point, qui est le point le plus au sud, non seulement de la Floride, mais aussi et surtout des États-Unis continentaux. À cet endroit, on est aussi au plus proche de Cuba, qui est à 144 km de là. C'est un incontournable pour beaucoup de touristes. Il faut avouer que c'est quand même classe de pouvoir se dire qu'on est non seulement allé aux États-Unis, mais qu'en plus on a littéralement été à l'une de ses extrémités. Un peu le bout du monde, quoi. La fin de journée approche, les gosses se sont trouvés des souvenirs de Key West, et on rentre tranquillement à La Jolla. C'est sur ces quelques images de la matinée suivante où un grand héron fait sa gym du matin que je dois vous annoncer la mauvaise nouvelle. L'épisode s'achève déjà après ces 2 jours dans les Keys. Oui, je sais, c'est dur. Mais si c'est passé vite, ça veut dire que c'était bien, non? Alors restez forts, car je vous promets que l'épisode suivant arrive très très vite et qu'il va vous plaire aussi. Maintenant, on dit au revoir à la Jolla Resort et à son chat. Dans le prochain épisode, notre destination suivante nous promet des sensations et des images fortes, puisque nous allons dans les Everglades, ce fameux parc national où on peut croiser tout un tas d'animaux de toutes sortes, mais surtout les alligators que tout le monde attend avec impatience. Alors, est-ce qu'on va se faire bouffer? Réponse dans le prochain épisode. Hello, what's your name? What's your name? Oh là 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 là.